En bourse, il y a des secteurs qui sont très actifs, et bien entendu, celui des semi-conducteurs en fait partie. Cependant, toutes les entreprises ne se valent pas. D'un côté, il y a celles qui ont le vent en poupe, et de l'autre, il y a des acteurs majeurs qui sont à la peine depuis le début de l'année. L'entreprise que nous allons analyser n'est autre que AMD, et elle ne fait plus rêver. L'action n'a grimpé que de 8% en 2024, tandis que la reine du secteur, Nvidia, a progressé de plus de 84%. Alors, faut-il se détourner de cette entreprise ou au contraire l'acheter? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer d'élucider dans cette vidéo. Salut, c'est Max, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va analyser ensemble les fondamentaux de l'entreprise AMD, déjà pour savoir si oui ou non, eh bien, c'est une entreprise de bonne qualité. Ensuite, on regardera rapidement ce que pensent les analystes du futur de cette entreprise. Et enfin, en fin de vidéo, je te dévoilerai le prix d'achat maximal auquel moi je serai prêt à payer cette entreprise. Donc, c'est parti. Alors, comme pour toute entreprise, hop là, qu'est-ce qu'on regarde dans un premier temps? On veut s'assurer que l'endettement de l'entreprise soit maîtrisé. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Une entreprise qui maîtrise son endettement, c'est une entreprise qui aura peu de chances de faire faillite lorsque les conditions économiques seront moins propices. Donc pour ce faire, nous, on va regarder vraiment deux métriques qui sont à la fois la dette long terme et la dette nette. Donc pour la dette long terme, on va vouloir que cette dette long terme puisse être remboursée en 5 années de free cash flow maximum. Donc du coup, on va prendre ici notre calculatrice. On va prendre le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années, qui était ici de 1,83. Ces 1,83, du coup, on va les multiplier, nous, par 5, pour nos 5 années maximum de free cash flow. Ça nous donne 9,15 milliards. Donc on veut que la dette long terme de l'entreprise soit inférieure à 9 milliards 150 millions. On va dans son bilan comptable, on descend jusqu'à sa dette long terme qui est ici. Et là, pour le coup, 5 milliards 30. Donc là, c'est nickel. La dette long terme de l'entreprise est maîtrisée. Maintenant, au niveau de sa dette nette, pour la calculer, il vous suffit de faire la différence entre sa valeur d'entreprise qui est juste ici et la capitalisation boursière. En gros, la capitalisation boursière, c'est s'il y avait quelqu'un qui décidait de racheter l'intégralité des actions en circulation, il aurait à débourser 246 ici milliards de dollars. La valeur d'entreprise, c'est si quelqu'un voulait racheter l'intégralité des actions en circulation et en plus liquider toute la dette. Dans ce cas-là, il aurait à payer ici 252 milliards. Donc si nous on fait la différence, 252 moins 246, on est ici à 6. Les 6 milliards, on est toujours inférieur à nos 9 milliards, donc la dette nette de l'entreprise est elle aussi maîtrisée. Maintenant, on va regarder les différents indicateurs de rentabilité. On veut que l'argent de l'entreprise soit utilisé efficacement. Donc du coup, on va regarder trois indicateurs qui sont le ROA ici, la rentabilité des actifs, le ROE rentabilité des capitaux propres et le ROIC rentabilité des capitaux investis. Et donc, comme on peut le voir ici, eh ben, ils sont très faibles. Là, on est, allez, sur 5 ans, on n'était même pas à 6%. Nous, ce qu'on recherche, c'est au minimum du 12% pour l'ensemble de ces ratios. Donc là, clairement, on ne peut pas dire que ça soit le cas. Après, il est très important de comprendre que ces ratios sont calculés ici sur ce site avec le free cash flow. Et donc du coup, à cause de ça, vu que l'entreprise réinvestit énormément en elle-même, eh bien, son free cash flow n'est pas forcément important. Et donc du coup, pour cette raison, que ces indicateurs ne sont pas élevés. Donc moi, je pense que avec le temps, ces indicateurs vont s'améliorer. Je pense qu'il devrait quand même normalement être en mesure de réaliser au minimum du 12%, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira. L'entreprise ne verse pas de dividendes, ok, pas de souci là-dessus, et elle a une marge brute de 46%, ok, et des marges nettes donc, qui tournaient aux alentours des 10%, et cette année, attention, une diminution, puisque là, ça a été divisé par 2, on n'est plus qu'à 5%. Donc là, il va être très important de comprendre pourquoi les marges nettes ont été divisées par 2. Ok, donc là pour l'instant, on a un constat plutôt mitigé. Maintenant, on va regarder ce qui se passe au niveau de la croissance de cette entreprise. Ce qu'on va vouloir vraiment, c'est que à la fois le chiffre d'affaires, le résultat net et le free cash flow de cette entreprise soient en croissance d'année en année.
Et pour ce faire, on va regarder au cours des 5 dernières années. Donc au niveau de la croissance de son chiffre d'affaires. Donc il était de 7 milliards en 2020 et cette année-là, 22 milliards. Donc là, une forte croissance. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on aime. Cependant, attention quand même, on voit que cette croissance a commencé que depuis réellement, on va dire, 2020. Parce que juste avant, regardez, toute la période 2019-2015, on oscillait entre 5 à 6 milliards. Et si on va même un peu plus loin, bah regardez, même depuis 2005, on était déjà à ces 5 milliards. C'est-à-dire que l'entreprise n'avait aucune croissance quasiment jusqu'en 2019. Et à partir de 2019-2020, elle a commencé à avoir une croissance et une accélération importante justement de cette croissance, principalement liée à cette demande voilà, de processeurs. On vit dans un monde qui est de plus en plus connecté, donc on a besoin de plus en plus de ce type de matériel. Donc maintenant, au niveau de son résultat net. Alors son résultat net, lui, il est passé de quasiment 500 millions à cette année 1,12 milliard. Ok, donc ça c'est pas mal, ça c'est nickel. Et comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a encore pas si longtemps, le résultat net était encore négatif pour cette entreprise. Est-ce que c'était le cas aussi avant 2014-2005? Tac, tac, tac. Oui, oui, donc voilà, ça fait pas si longtemps que ça que l'entreprise est rentable. Et enfin, du coup, au niveau de son free cash flow, le free cash flow était en 2019, lui, de 276 millions. Cette année, 1,12 milliard. Ok, une forte augmentation. Ça, c'est nickel, c'est ce qu'on aime. Parfait. Enfin, la dernière métrique que l'on va regarder, ça va être le nombre d'actions en circulation. Et c'est une métrique qui est très importante parce qu'elle va permettre de savoir si toi, en tant qu'investisseur, tu es dilué ou non. En gros, lorsque toi, tu achètes une action, on imagine que l'entreprise est divisée en 10 actions. Si toi, tu achètes une action, tu es propriétaire de 10% de l'entreprise. Donc du coup, tu vas pouvoir récupérer 10% des bénéfices. Sauf que maintenant, si l'entreprise décide de doubler son nombre d'actions en circulation, passant de 10 à 20, et bien toi, tu n'es toujours propriétaire que d'une seule action. Du coup, tu n'as plus 10% des bénéfices à récupérer, mais 5, parce que tu n'as plus que 1/20 de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que cette métrique soit stable dans le temps, et au mieux, si elle diminue. Donc pour AMD, on était en 2020 ici à 1,22 milliard, et cette année en 2024, 1,64 milliard. Donc là, attention. Attention, là l'actionnaire est énormément dilué. Et comme on peut le voir, cette dilution a commencé déjà depuis 2015. Même probablement avant, j'imagine. Tac, 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 761. Oui, voilà. En fait, c'est une dilution. Voilà. Avec AMD, il y a une dilution constante de l'actionnaire. Ce qui représente, au cours des 5 dernières années, combien? Voilà. Regardez ici, quasiment 50%. Ça veut dire tout simplement que si en 5 ans, l'entreprise augmente son free cash flow de 50%, toi, c'est comme si tu n'avais rien gagné. Donc là, attention, moi franchement, honnêtement, ça c'est un truc que je n'aime pas voir du tout. Une entreprise qui dilue ses actionnaires depuis tout le temps, ça c'est une entreprise directe que je ne regarde même pas. Je ne souhaite pas la posséder en portefeuille. Là déjà, je sais directement que je ne veux pas l'acheter du tout. Prouve-moi déjà que tu arrives à continuer à avoir ta croissance au niveau de ton chiffre d'affaires, parce que comme on peut le voir, là, il a quand même diminué entre 2023 et 2024. Donc prouve-moi déjà ça, que tu es capable de continuer à réaliser une croissance et qu'ensuite que tu commences à arrêter de diluer tes actionnaires, soit en gardant ce niveau de 1 milliard 640 millions d'actions ou en commençant à racheter tes actions. Donc là, moi, je suis complètement out sur cette entreprise. Mais bon, on va quand même aller au-delà du processus. On va regarder déjà ce que pensent les analystes. Eux, ils s'attendent déjà à une croissance du bénéfice par action, donc une forte croissance, hein, passant de 3,86 $ à 8,50 $. Ok. Et au niveau de son chiffre d'affaires, ils s'attendent encore une fois, toujours à une forte croissance. Allez, on doit être aux alentours des peut-être 15% en moyenne. Ok. Donc maintenant, on va utiliser notre outil qui va nous permettre de savoir à quel prix on va pouvoir acheter cette entreprise. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, eh bien, je t'invite à le faire. Tu seras notifié des prochaines vidéos que nous sortirons et en plus, ça permet de nous soutenir. Donc, pour la croissance du chiffre d'affaires. Donc déjà, nous, on va réaliser des estimations sur 10 années, vu qu'on est des investisseurs long terme. Et on va réaliser 3 types d'estimations, des estimations relativement pessimistes, des réalistes, on va dire, et des optimistes. Alors, pour la croissance du chiffre d'affaires, nous, on va partir sur du minimum. Allez, 10, 15 et 20. Maintenant, sur les marges nettes. Là, c'est très compliqué en fait, à savoir quelle marge nette aura cette entreprise. On voit qu'au cours des 5 dernières années, elle était aux alentours des 10%.
Là, on a rechuté aux alentours des 5%. Allez, je vais être généreux, on va dire que je vais mettre du 8, 14 et 20. Pareil sur les marges sur le free cash flow. Donc là, attention, là je mets des marges que l'entreprise n'a pas encore réussi à réaliser. Donc on n'est même pas sûr que dans le futur, elle y arrive. Maintenant, au niveau du PR et du PCF, ça, un indice de référence comme le S&P 500, c'est un PR moyen compris entre 15 et 16. Et donc nous, on va pouvoir ajuster cette métrique en fonction de deux indicateurs. Le premier, est-ce qu'il y a une forte croissance du chiffre d'affaires? Bon, bah là, des croissances entre 10 et 20%, c'est plutôt pas mal. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis? Bah là, c'est pas le cas. Donc l'entreprise mérite un premium, mais pas forcément si important que cela. Donc on va mettre du 16, allez, 17,5 et 19. 16, 17,5 et 19. Et maintenant, on va mettre en rendement juste du 9%, ce que pourrait faire un indice de référence comme le S&P 500. On analyse, ça nous donne voilà, ces résultats. En gros, pour te les expliquer, si tu penses que ces estimations se réaliseront plutôt et que tu souhaites réaliser un rendement de 9% par an, alors tu peux acheter l'entreprise jusqu'à 180 $. Maintenant, si tu penses que les estimations basses ou moyennes se réaliseront et que tu achetais l'entreprise à son prix actuel de 150 $, dans ce cas-là, tu réaliserais un rendement pour les estimations basses négatif de moins 9% annualisé sur 10 ans et pour les estimations moyennes, un rendement de 1,7% annualisé. Sauf que là, encore une fois, c'est 100 mètres de marge de sécurité. Là, on a réalisé des estimations, mais on n'en sait rien de ce qui pourra arriver dans le futur. Donc moi, personnellement, je mets au minimum du 12, 13,5, du 15. Si du coup on analyse, ça nous donne quoi? Bah voilà, ça nous donne ces chiffres. Donc comme on peut le voir, je pense que l'entreprise réussira à réaliser sur les 10 prochaines années des estimations comprises entre les moyennes et les hautes. Mais dans ce cas-là, comme on peut le voir ici, l'entreprise est complètement surévaluée. Il faudrait, si elle réalisait les estimations moyennes, attendre que le prix de l'action chute à 57 $. Donc elle chute en gros de 66% par rapport à son prix actuel. Donc moi personnellement, dans tous les cas, comme j'ai vu, moi AMD, c'est une entreprise que je ne souhaite pas posséder en portefeuille. La dilution est bien trop importante. En plus, au niveau de sa croissance, bon, comme on a pu le voir pendant très longtemps, il n'y en avait pas du tout. Depuis quelques années, il y en a. Donc ça, tant mieux. Mais moi, je veux être sûr que ça soit pérenne dans le temps. Et en plus, comme on peut le voir ici, de toute façon, l'entreprise semble actuellement bien trop surévaluée. De toute façon, regardez bien ici, quand on regarde le PER et le PCF, qui sont de 210 et de 220, c'est tout simplement trop important pour une entreprise comme AMD. Donc voilà, c'était Maxime. N'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que tu penses de cette entreprise, si tu la possèdes ou non. Et si tu la possèdes, dis-moi pourquoi en fait tu as décidé de l'acheter et surtout à quel prix. C'était Maxime, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!